Donc nous voici sur le site de l'Université de Lyon 1er. Je vais enlever mon écouteur, je n'en ai plus besoin. Hop, ça ne me gênera plus. Où j'ai retrouvé du coup le baromètre de violences gynécologiques dont je vous parlais juste avant, et il y en avait tout un tas d'autres. Et j'ai pas eu le temps de tout regarder, mais je me suis dit que ça pourrait être très intéressant de regarder ça ensemble, pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc on va l'explorer un petit peu, et puis on va regarder, alors pas tout regarder dans le détail, mais on va regarder un petit peu tout ce qui existe. Ouais, tout à fait. Ce qui existe. Et puis on va rentrer un peu plus dans le détail sur l'un d'entre eux plus particulièrement. Et puis on verra. Donc, égalité diversité Lyon 1er. Le violentomètre est un outil permettant de mesurer si une relation amoureuse, professionnelle ou universitaire est basée sur le consentement et ne comporte pas de violence. Les 23 questions qu'il pose vous permettront de déterminer si votre relation est saine ou si au contraire elle est violente. Présenté sous forme de règles graduées, le violentomètre rappelle ce qu'il relève au nom des violences à travers une graduation colorée par 23 exemples de comportements types qu'un partenaire ou interlocuteur professionnel peut avoir. Il indique notamment envers les cas où votre relation est saine, tout va bien. En jaune et en orange, les cas où vous devez être vigilant car vous êtes face à une situation violente. Et en rouge, les cas où vous êtes face à une situation dangereuse et vous devez vous protéger et demander de l'aide. Voilà, donc c'est, je pense, alors j'allais dire plus à destination des jeunes, mais finalement de n'importe qui, parce que j'ai vu que ça parlait du domaine professionnel aussi dans l'un des baromètres. Je perds ma voix, excusez-moi, j'oublie de respirer. Je ne respire pas au milieu de mes phrases, du coup ça devient n'importe quoi. Boivez, c'est important, ça aide à parler. Et du coup on va regarder, alors il y en a tout un tas, il y a même le queer violentomètre. Donc, bon, on va pas tout regarder maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est celui-ci. Tous les graphiques sont cliquables pour les agrandir, comme ça vous pouvez les télécharger si jamais vous voulez les avoir sur vous ou les transmettre à quelqu'un, ou juste transmettez le lien du site, hein, c'est plus simple. Sauf celui-là, qui est celui qui m'intéresse, et en zoomant, bon bah ça devient... Oh, quoique, on aurait pu. Mais je l'ai... juste ici. J'avais déjà la version, je l'avais téléchargée d'un autre site. Voilà, c'est tout aussi bien. Donc on va commencer par celui-là du coup, si ça vous dérange pas, parce que c'est celui qui m'intéresse le plus par rapport à mon travail et qui pourra intéresser, je pense. Quand je l'ai vu, je me suis dit mais oui, il me faut absolument ça. Ça me permettra de le transmettre aux gens que je suis et qui peuvent éventuellement se retrouver dans une situation où on ne sait pas trop comment réagir finalement. Je vous donne un exemple, parce que là on est sur les exemples gynécologiques, mais d'actes lors de passages chez certains médecins, notamment le gynécologue, mais pas que, par exemple pour faire des examens type IRM, échographie, etc. On peut se retrouver dans cette situation aussi, où il y a une manque d'égard du médecin vers le patient, où déjà il n'y a pas forcément une demande de consentement. Moi je sais que mon gynécologue il me demande systématiquement est-ce que ça me convient qu'il me touche à tel endroit, qu'on fasse tel examen, etc. Et il me le demande systématiquement, mais tous les médecins ne le font pas. Et il arrive que, par exemple pour un examen de l'utérus, vagin, vérifier que tout va bien au niveau système féminin, les médecins soient un peu, comment dirais-je, disons qu'ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère, comme on dirait. Est-ce que c'est la bonne expression? Je ne sais pas. je me perds dans ce que je raconte. Et que des fois, la patiente se retrouve avec une douleur, elle est pas à l'aise, elle n'est pas confortable, c'est douloureux, elle le manifeste, soit en le disant verbalement, concrètement, j'ai mal, s'il vous plaît, arrêtez, ou en faisant des bruits de douleur, tout simplement, et que le médecin en face... simplement rétorque oh, prenez sur vous, ça va aller, vous exagérez, il se passe rien, ou simplement qu'on ne soit pas du tout écouté et que le médecin continue sa palpation, etc. Or, bah non en fait. Si la patiente en face de toi, ou même le patient, hein, pour vous messieurs, dit non, bah à un moment donné il faut l'écouter, il faut arrêter. Et la problématique c'est que beaucoup de femmes, et peut-être d'hommes, là par contre je suis pas trop au courant puisque comment dirais-je, j'ai vu surtout des témoignages de femmes pour le coup, donc je ne sais pas pour messieurs comment ça se passe au niveau des examens que vous pouvez avoir, mais du coup ça arrive régulièrement
qu'on soit tellement choqué par ce qui se passe que finalement on ne sache pas comment réagir, qu'on ait dit explicitement ce qui ne va pas et ce qu'on veut ou ne veut pas, que le médecin ne soit pas à l'écoute et que on soit tellement choqué par la réaction en face que finalement on ne réagit pas, on ne sait pas plutôt comment réagir pour arrêter. Parce que imaginez, vous êtes sur une table, les jambes écartées, ou avec un truc au milieu des lèvres pour pouvoir aller voir ce qui se passe. Voilà, vous ne savez pas si vous n'allez pas vous retrouver avec une extraction de l'appareil qui va vous faire encore plus mal, si il va pas y avoir un autre problème. Bref, il y a tout un tas de choses qui se passent dans l'esprit à ce moment-là, où juste on ne sait pas comment réagir. Il y a aussi le fait que parfois on soit face à une espèce de figure d'autorité et qu'on ne sache pas finalement quelle est la bonne position à prendre, qu'est-ce qu'on peut ou ne pas faire. Ça dépend de la situation, bien sûr. Là, on est dans une situation médicale. Normalement, le médecin doit rester à l'écoute de son patient. Si le patient ne veut pas un examen, être touché à tel endroit, tel traitement ou que sais-je, il est censé écouter et dire « Ok, moi je vous conseillerais plutôt de le faire, mais si vous ne voulez pas, je ne vais pas vous forcer. » Voilà, parce que bon, on ne sait pas ce qui peut se passer, et surtout, j'ai envie de dire, auprès des plus jeunes, mais pas que, il y a beaucoup de personnes bien plus âgées qui se font avoir, j'allais dire, qui se retrouvent dans cette situation malheureuse, mais les plus jeunes, surtout, qui ne savent pas du tout, finalement, la figure autoritaire du médecin fait qu'on se retrouve dans une situation où on se dit, mais c'est un médecin, il sait mieux. Alors oui, il s'y connaît en médecine, mais la personne qui s'y connaît le mieux sur le corps que vous possédez, c'est vous-même. Donc, il faut faire valoir sa voix. Mais des fois, on n'est pas sûr, on ne sait pas. Donc c'est pour ça que ces petits baromètres, je trouve qu'ils sont vachement utiles, on va les explorer. Je vais arrêter de blablater et on va rentrer un peu plus dans le détail sur ces baromètres pour pouvoir finalement se rendre compte qu'une situation est normale ou pas, qu'une situation est très anormale et qu'elle demande une intervention d'un tiers peut-être. Donc, rentrons dans le détail. Alors, du coup, pour celui-ci, nous sommes sur le baromètre des violences gynécologiques. Alors, donc on a 3 catégories généralement pour la plupart des baromètres. On verra s'il y en a d'autres à un autre moment. Donc le vert, on a dit tout à l'heure, tout va bien. Le jaune, orangé, voilà, soyez vigilants. Et le rouge, il y a un problème, juste stop en fait. Stop, parlez-en, allez porter plainte s'il y a besoin. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, je pense qu'il pourrait être intéressant surtout de voir les 2 extrêmes. Et après, ça, on regardera un petit peu moins dans le détail, mais les 2 extrêmes, je pense qu'ils sont intéressants. Déjà de voir, par quoi on commence. Bien traitance, je suis en sécurité. Donc là, c'est tous les actes qui sont ok, tout va bien. On est avec un professionnel de la santé qui est à l'écoute de son patient et qui est respectueux surtout. Donc je suis écoutée sans jugement. Historique, motif de consultation, besoin et respecté. Ça, je pense que ça va beaucoup parler aux personnes qui sont en errance médicale. Parce que finalement, le fait de ne pas être écouté, qu'on minimise souvent les symptômes qu'on peut avoir ou qu'on dénigre littéralement. J'ai envie de dire, quand t'as un médecin en face de toi qui dit « c'est pas possible ce que vous me racontez », il y a un problème. Alors ensuite, l'examen n'est pas un passage obligé, tout à fait. S'il est nécessaire, le praticien... la praticienne, j'ai bugué sur le nœud, mais c'était la praticienne, m'a expliqué son utilité, son inconfort, ses inconforts, douleurs possibles, et j'y ai consenti. Donc oui, déjà, l'examen n'est pas... j'ai envie de dire, l'examen n'est pas obligatoire systématiquement. Si vous allez voir un médecin régulièrement pour un problème, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un examen physique systématiquement. Surtout si c'est juste pour vérifier l'avancée. Je sais pas, par exemple, vous prenez un nouveau traitement, vous devez l'essayer pendant X temps et retourner voir le médecin pour voir où ça en est. Je sais pas, vous avez 1 mois d'écart entre deux rendez-vous. Le premier rendez-vous, vous allez peut-être avoir un examen physique pour voir où ça en est, vous allez peut-être faire des prises de sang, etc. Bon, bref, peu importe. Le deuxième rendez-vous, qui est un rendez-vous de contrôle, finalement, à moins qu'il y ait un besoin explicite,
de votre part, ou que le médecin vous dise « vous m'avez parlé de ces symptômes, il faudrait peut-être vérifier, il y a besoin d'un examen », donc là le médecin vous a expliqué pourquoi il y a besoin de cet examen. L'examen physique n'est pas obligatoire systématiquement. Voilà. Et surtout, il faut que vous y ayez consenti. Donc c'est hyper important, surtout que si un praticien vous dit « il faut que je vous examine », ok, pourquoi ? On vous explique, et si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous le dites, et normalement le médecin est censé accepter. Il va vous réexpliquer, il va peut-être essayer d'insister, etc. Mais au bout d'un moment, il faut qu'il dise « bon, ok, vous voulez pas, on essaiera une prochaine fois ». Il porte des gants pour l'examen. Alors oui, surtout pour la partie vaginale, rectale. Effectivement, si c'est juste pour vous palper le ventre, ça c'est pas bien grave. À la limite, si vraiment c'est quelque chose qui vous pose un problème, les germes, etc., vous voulez pas être touché à main nue, demandez simplement au médecin, hein, s'il vous plaît, portez des gants alors qu'il allait ne pas en porter. Elle prend en compte mon inconfort, ma douleur et adapte l'examen en conséquence. J'en parlais juste avant, le fait qu'on parle de notre inconfort, de notre douleur, et que le médecin en face ne le prenne pas en compte et continue son examen malgré la douleur, ça c'est un réel problème. Je pense qu'ils vont les remettre dans la partie rouge juste ici. Et adapte l'examen en conséquence ou arrête l'examen si vraiment c'est impossible de le faire. Je peux retirer mon consentement. Oui, tout à fait, ça c'est hyper important. À tout moment, sans que cela ne m'expose à des remarques désobligeantes, des critiques ou un refus. C'est pas parce qu'à un moment donné vous avez dit oui pour tel examen, si à un moment donné, au cours de l'examen, vous sentez que c'est plus bon pour vous, vous avez le droit de le dire « ah finalement, j'ai plus envie de faire cet examen, s'il vous plaît, arrêtez ». Vous avez le droit. C'est tout à fait acceptable. J'ai envie de dire, c'est pas parce que vous avez donné votre accord à un moment donné que c'est bon tout le reste. C'est comme... je pourrais revenir sur des affaires de The World plutôt, pas de V-Monde, de V-Mo, où les agresseurs disent « ah oui, mais elle m'avait dit oui cette fois-là, donc pour moi c'était ok pour cette fois-ci ». C'est pas parce que vous avez dit oui une première fois que la deuxième fois c'est forcément un oui. Vous avez le droit de ne pas vouloir, ou de refuser, définitivement. Donc c'est quelque chose que beaucoup de jeunes peuvent avoir du mal avec, parce qu'ils se disent « j'ai donné mon consentement, donc c'est ma faute ». Non. Déjà, si jamais vous subissez à quelconque inconfort ou violence chez un médecin, quel qu'il soit, donc là on est chez les gynécologiques, mais qu'importe le médecin, ce n'est pas de votre faute. Jamais. Et vous avez le droit de dire « je retire mon consentement ». C'est important. Elle me propose de réaliser moi-même certains gestes pour plus de confort, exemple pose de sonde, de spéculum, autoprélèvement vaginal, où elle accepte sans difficulté si je demande à le faire moi-même. Alors je me suis jamais retrouvée dans cette situation-là, donc je sais pas si c'est quelque chose que les médecins peuvent proposer directement, mais j'imagine, je pense que pour les plus jeunes, peut-être qu'ils le demandent, peut-être qu'ils le proposent plutôt. Je ne sais pas, dites-moi si vous avez déjà eu le cas. Moi je me suis jamais retrouvée dans une situation où le médecin me directement proposait est-ce que vous voulez le faire vous-même, puisque jusqu'à présent j'ai jamais eu trop de problèmes, il m'est arrivé 2-3 trucs, mais c'était plus lors d'examens échographiques, ce genre de choses, où j'étais pas vraiment prise en compte, pas écoutée. Et j'étais assez jeune à l'époque, c'est pour ça que le consentement, la notion de retirer son consentement, la notion de douleur, que ce soit pris en compte, est hyper importante, etc. Donc oui, pourquoi pas ? Effectivement, c'est quelque chose que j'avais pas pensé, mais c'est très bien qu'ils aient pensé à le mettre, que vous puissiez savoir que vous pouvez dire au médecin « ah, excusez-moi, est-ce que je peux le faire moi-même ?» Effectivement, on n'y pense pas à ça. C'est pas quelque chose qui nous vient naturellement en tête. Vigilance, pardon. Je sais plus lire. Vigilance. J'essaie de dire stop et de partir si. Alors pourquoi on a une astérix ici ? Vous n'avez pas réussi à dire stop ou à partir. Ce n'est pas de votre faute. J'aime beaucoup ce petit dépliant. Je l'aime d'amour, ce petit document.
La sidération, incapacité de réagir, j'en parlais juste avant, sur certains actes où juste on est tellement sous le choc qu'on ne sait pas quoi faire. Ou la dissociation, déconnexion de son corps et de ses émotions sont des mécanismes de défense naturels qui sont très fréquents dans le cas de violences à S-word. Voilà, bon, il est très visible là, mais je le dis pas. On ne sait jamais ce qui peut être dit ou ne pas dit, mais là je rappelle à Twitch, c'est de la prévention. Pourquoi je prends des accents à chaque fois, moi ? C'est de la prévention, ok ? Bon. Revenons-en à nos moutons. Donc, vigilance. Les cas où on peut être vigilant sur la pratique d'un médecin. La praticienne ne m'informe pas suffisamment pour que je puisse faire des choix éclairés. Déroulement de la consultation, maladie, évolution possible, traitement médicamenteux préconisé, effets secondaires potentiels. Ouais, ça c'est hyper important. Chirurgicaux et risques. Il élude mes questions, on refuse d'y répondre. C'est vrai que souvent, il y a cette fameuse question que tous les médecins nous posent, est-ce que vous avez des questions ? Et souvent, on se retrouve dans une situation où on ne sait pas si on a des questions en fait. Sur le moment, on a eu plein d'informations, on ne sait pas si on a des questions, et c'est pas toujours évident sur le coup de savoir quoi répondre à cette fameuse question. J'ai des questions, sans doute, mais alors tout de suite, j'en sais rien. Laissez-moi le temps de digérer les informations. Donc c'est pour ça qu'il est toujours intéressant de préparer ces rendez-vous médicaux à l'avance avec des questions très génériques. Genre par exemple si on vous propose un traitement, notamment tout ce qui va être traitement hormonaux, qui ont tout un tas d'effets secondaires, mais pas que, d'avoir cette question générique sur un papier. Pour la fin du rendez-vous, on vous pose la fameuse question. Vous avez des questions ? Vous avez votre petit encart ? Vous avez des questions ? Oui. Et vous avez cette question générique. Quels sont les effets secondaires sur ce traitement ? Comme ça, c'est quelque chose pour lequel vous n'avez pas y pensé consciemment, j'allais dire. Oui, pourquoi pas. Mais sur le moment, parce que, encore une fois, on sort d'un rendez-vous médical, souvent on a beaucoup d'infos, beaucoup de choses à traiter, et on va pas forcément penser à toutes les questions. Donc c'est intéressant d'avoir préparé son rendez-vous à l'avance avec quelques questions très génériques, plus les questions que vous pouvez avoir vous par rapport à X ou Y problème, histoire de pas les oublier et de sortir de votre rendez-vous en vous disant « Putain, j'ai oublié de poser ces questions ». C'est chiant. Alors vous avez des médecins qui sont très disponibles. Moi j'ai mon médecin, je peux lui envoyer un mail, mon gynécologue, je peux lui envoyer un mail en lui disant j'ai oublié de vous poser cette question, il va y répondre. Même s'il répond un peu moins au mail là, parce que je pense qu'il y a eu des abus, je pense, ce qui est très dommage. Mais autrement, pourquoi pas aller voir votre médecin traitant hein, si jamais vous avez des questions que vous n'avez pas de réponse. Et l'élu de mes questions refuse d'y répondre, n'hésitez pas derrière d'aller voir votre médecin traitant pour lui dire voilà, il y a ça, mais il n'a pas répondu à mes questions, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça peut déjà vous donner une première piste, et puis surtout, j'ai envie de vous dire, allez consulter quelqu'un d'autre, prenez un deuxième avis. Voilà, parce que ça déjà, c'est un point, c'est un red flag. Bon, on n'est pas encore dans les rouges, mais c'est un red flag. Elle sous-estime mes symptômes ou laisse entendre qu'ils sont dans ma tête. Oh, punaise. Combien de fois j'ai entendu ça ? C'est dans votre tête, madame. Vous faites ça pour attirer l'attention, madame. Ce que vous me dites, c'est impossible, madame. Punaise. C'est mon corps, c'est mes symptômes. Je sais mieux que vous. Où j'en suis. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Si j'y pense pas, rappelez-le-moi. Je voulais vous montrer une échelle de douleur aussi. Ça peut être intéressant pour les personnes qui ont des maladies et à qui on demande souvent de 0 à 10, vous êtes à combien au niveau de la douleur ? Et souvent, on arrive à donner une réponse, mais des fois, on a du mal à se positionner. Il faut savoir que quand on fait de la douleur chronique, si vous, dans votre tête, vous vous dites « Oh, je dois être à 6 », par exemple, rajoutez toujours un 1. Pas un 1 en mode où vous êtes à 61, c'est pas possible là, ou alors vous êtes décédé, là il n'y a plus possible. Non mais plus vous rajoutez un niveau. Si vous vous dites je suis à 6 alors que vous faites de la douleur chronique, dites-vous que vous êtes à 7. Les malades chroniques, on a tendance à sous-évaluer, pas parce que on a moins mal à force, mais parce qu'on s'est tellement habitué à avoir mal qu'on se rend plus compte
c'est un peu devenu notre quotidien, donc on a toujours autant mal, mais c'est tellement devenu normal, avec de très très gros guillemets, hein, n'en voulez pas, que du coup on sait plus trop l'évaluer correctement. C'est pour ça que d'avoir une échelle de douleur, c'est intéressant. Si j'y pense pas, faudra qu'on en parle sur un autre live, mais il faut que j'y pense. Est-ce que je l'ai là? Ah, je l'ai là. C'est long. Parfait. Excusez-moi, j'ai bu trop vite. Et pourtant, je crève de soif. C'est le problème d'avoir des problèmes de santé non diagnostiqués. C'est un autre sujet, on en reparlera plus tard. Ensuite, elle me fait des remarques et jugements sur mon corps ou mes choix de vie. Orientation sexuelle, sexualité, maternité, contraception, IVG. Oh punaise. J'étais en train de me dire quel type de remarques en lisant le début de la phrase, et quand j'ai vu la suite, j'ai fait mais oui. J'y pensais plus, mais oui. Le nombre de fois où t'as un médecin qui te dit, parce que vous avez un SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques, qui vous disent c'est pas grave, revenez me voir quand vous voudrez des enfants. Oui, sauf que le problème il est maintenant, pas plus tard. Donc est-ce qu'on peut parler du maintenant? Je suis peut-être un peu hors sujet là, mais autrement, certaines femmes qui demandent une ablation de l'utérus quand elles ont une endométriose qui est uniquement utérin. Il faut être sûr que ce soit uniquement utérin, mais il peut y avoir pour d'autres raisons, mais c'est l'exemple qui me vient en tête, qui vont voir des médecins en disant bah voilà, je ne veux pas d'enfant, donc j'aimerais faire cette opération pour ne plus souffrir, ce qui est leur droit, et des médecins qui leur disent oui mais non, mais vous comprenez, aujourd'hui vous ne voulez peut-être pas d'enfant, mais peut-être que dans un moment vous allez en vouloir et que vous allez regretter. Déjà, il faut savoir que pour faire une telle opération, il me semble, on me corrigera peut-être si je me trompe, mais il me semble qu'il doit y avoir un suivi psychologique. C'est comme un peu les personnes qui veulent subir une opération pour perdre du poids. J'ai plus les noms, la sleeve et ce genre de choses. Il y a des rendez-vous psychologiques pour s'assurer que le patient est bien au courant de toute la procédure, etc. Et qu'il est dans le bon état d'esprit pour faire ça, en fait. Bah, une ablation d'utérus, j'ai envie de vous dire, c'est pas le même délire, mais on est quand même sur une ablation. Je pense qu'un suivi psychologique pour être sûr que la personne est dans le bon état d'esprit, que tout va bien, qu'elle est sûre de son choix, etc., est important. Donc si après elle vous dit « je veux le faire », et que le médecin vous dit « ah mais non, mais vous comprenez, maintenant non, mais peut-être que dans 10 ans, parce que vous êtes jeune madame, vous avez moins de 30 ans ». Écoute, que j'ai 30 ans ou 50, ça reste mon choix, non ? Et avoir des enfants, bah, il y a d'autres moyens que par le corps. On peut adopter, etc. Ça peut être l'enfant d'un conjoint. Bref, il y a plein d'autres choses. Les personnes qui font un tel choix, c'est souvent, pas toujours, il y a des personnes qui font ça sur un coup de tête, on va dire, mais la plupart du temps, il y a quand même une réflexion derrière où on se pose la question de est-ce que c'est la bonne solution pour moi ? Je pense que la plupart des femmes ont cette réflexion. Je pense. J'espère. Bref, il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait donner. Un ou plusieurs étudiants ou professionnels de santé assistent à la consultation sans mon accord préalable. Alors ça me fait penser, j'avais vu une vidéo, c'est une américaine je crois, qui vit en France, qui fait des vidéos sur l'expérience qu'elle vit de vivre ensemble en France. Ça fait des années qu'elle vit en France, qu'elle est mariée à un Français, les différences de culture, etc. Et notamment les rendez-vous médicaux, où elle disait qu'aux États-Unis, quand tu vas voir un médecin, il y a toujours un assistant pour que vous ne soyez pas que tous les deux dans la pièce, ce qui me paraît être une bonne idée. Je pense que pas forcément pour tous les médecins, mais pour certains, notamment gynécologiques, d'avoir quelqu'un en plus, ça peut être intéressant, mais uniquement si vous êtes d'accord, effectivement. Sans mon accord préalable, ça m'est déjà arrivé, moi qui comment on appelle ça, une interne, parce que c'était dans une clinique. Généralement j'étais prévenue à l'avance, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir la surprise de trouver quelqu'un d'autre dans la pièce, qu'on ne me dise pas qui elle est,
Heureusement, la personne a eu la gentillesse de se présenter d'elle-même, en mode ah, je me présente vite fait, donc je suis l'interne, j'assiste, est-ce que ça vous dérange si je sois là? Le médecin, lui, n'a même pas pris cette peine, en fait. Et j'ai eu ce moment de attends, le médecin est quand même censé connaître son boulot, notamment le fait d'introduire quand il y a une personne qui n'est pas censée être là de base, et c'est l'interne qui fait le travail. Alors peut-être que l'exercice était justement que l'interne fasse le travail, mais je suis désolée, c'est hyper irrespectueux pour le patient en face, quoi. Bref, je m'égare. Donc oui, si jamais il y a quelqu'un dans la pièce et que vous ne voulez pas qu'il y ait une personne supplémentaire, dites-le. C'est important. Vous avez le droit. Et si on vous rétorque, oui, mais il est là pour apprendre, etc., vous dites, bah écoutez, vous verrez ça avec le prochain patient, mais moi, je ne veux pas, là. Là, je ne me sens pas à l'aise, je suis pas dans les conditions, si vous m'aviez prévenu avant, peut-être que... Bref. Elle tient des propos dévalorisants, infantilisants, culpabilisants, humiliants, discriminants, racistes, grossophobes. Je pense que celui-là, toutes les personnes qui sont en surpoids ou en situation d'obésité, on les a tous connus. Le fameux, tu vas voir un médecin, je sais pas, un médecin qui n'a rien à voir. Vous allez voir un médecin, peu importe, pour, je sais pas, vous vous êtes cassé le coude. Je dis une connerie. Et le médecin vous dit montez sur la balance. Je me suis cassé le coude, juste faites quelque chose pour mon coude. Non mais montez sur la balance. Quel est le rapport? Franchement c'est infernal. Ou les médecins qui vous disent ah bah pour régler le problème il suffit de perdre du poids. Oui, alors si c'était si simple, le problème n'existerait pas. Bref. C'est hyper intéressant, je trouve qu'il est vachement bien fait ce document. Et on passe du coup à la dernière partie. Maltraitance, je demande de l'aide si. Alors, la praticienne tient des propos déplacés ou à caractère sexuel. Oh punaise. Là, vous êtes vraiment tombé sur un cas. Hein. Je pense que je vais dire ça à tous les trucs, mais là c'est vraiment un cas. Des propos déplacés ou à caractère sexuel. Non mais... Passons. Je vais bugger dessus. Elle m'impose d'être entièrement nue sur la table d'examen. Mais même quand tu vas chez ton gynécologue, même quand tu vas chez ton gynécologue, il te le demande pas. Normalement, enfin moi on me l'a jamais demandé. On m'a toujours dit, généralement t'as la partie discussion avec le médecin, où vous faites le point, et où il vous dit bon bah je vais vous examiner, on va regarder telle partie, et généralement il me dit bah commencez par enlever le bas. Je me suis jamais retrouvée totalement à poil sur une table. J'ai pas le souvenir. Ou alors c'était que j'étais vraiment sûre à 100% du médecin et que du coup ça m'a pas marqué. Bref, effectivement. Alors on parle d'impose. Hein. Elle m'impose d'être entièrement nue. C'est-à-dire que si jamais il vous dit déshabillez-vous, mettez-vous sur la table et que vous dites est-ce que je peux n'enlever que cette partie pour commencer, qui vous l'accorde, ou qui vous dit non, vous m'enlevez tout, là oui, effectivement. Le médecin, on en revient, alors je sais plus quelle partie c'était, mais il est censé être à votre écoute et respecter, écoute et respect de vos choix. Ça prend, je sais pas, je dis une connerie, mais en tout, ça va vous prendre 1 minute de faire le switch. Il arrive, il vous examine une partie, hop, vous renfilez le bas, vous enlevez le haut. Ça prend 1 minute, quoi. C'est pas ça qui va retarder les rendez-vous. Il m'impose un examen auquel je n'ai pas clairement consenti. Ou clairement pas consenti d'ailleurs. Je sais pas, il vous examine pour autre chose, vous aviez dit non pour un autre examen, et finalement il vous fait quand même l'examen, alors vous aviez dit non. La personne ne vous a clairement pas écouté. Elle poursuit son examen alors que j'exprime une douleur, que je demande d'arrêter l'examen, que je crie, que je pleure. Ça là, que je crie, que je pleure. Le nombre de fois où j'ai lu des commentaires, des témoignages sur X sites,
notamment des témoignages sur des forums d'endométriose, de femmes qui disaient j'ai eu un examen hyper douloureux, j'en pleurais, j'ai même crié à un moment donné, et où le médecin se contente de dire bah prenez sur vous, j'ai presque fini. Bah non en fait, on n'est pas de la chair que tu peux manipuler à loisir, on est des êtres humains, des êtres vivants, et t'es pas censé nous faire mal. Hein? Bon. Il procède à un examen par chantage. Plaît-il? Menace, contrainte, surprise, violence, palpation des seins, toucher vaginal ou rectal. On en revient un peu avec ça. Du chantage? Un médecin qui fait... J'étais en train de me dire, oui, éventuellement, un médecin qui est malhonnête, qui pourrait faire du chantage à des jeunes en mode... le jeune ne voulait pas que les parents soient au courant, par exemple. Si tu me laisses pas faire, j'en parle à tes parents. Bonjour le secret médical, qui je pense s'applique même pour les mineurs. Fais voir. Secret médical pour les mineurs. Un mineur peut s'opposer à des consultations de la consultation de ses parents sur des décisions médicales le concernant pour garder le secret sur son état de santé. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Un mineur a le droit que ses parents ne soient pas au courant. Alors de quoi dans le détail, j'ai pas regardé le détail, mais effectivement, le mineur n'est pas censé... j'ai mal tourné ma phrase. Si le mineur ne veut pas, les parents ne savent pas. Bref, donc si le médecin met son chantage, sa menace à exécution, faut-il encore que le jeune sache qu'il puisse porter plainte? Les répercussions après derrière, tu m'étonnes que ça puisse fonctionner en fait. Ou même par exemple si c'est une femme qui a des difficultés avec son mari, pour pas les citer, et le médecin qui menace de tout révéler au mari. Pinaise. Ça me dégoûte. Elle a des gestes déplacés ou à caractère, déplacer un élément, des vêtements, toucher des parties intimes sans raison médicale. Oui, je suis victime de viol. J'ai dit le mot, fichtre. Je fais de la prévention Twitch. S'il vous plaît. Donc, voilà, tout un tas de choses. Et justement, on en parle juste en dessous. Vous êtes victime de violences gynécologiques, n'y retournez pas et parlez-en. Oui, première chose, vous n'y retournez pas. Vous claquez la porte. Basta. Et allez voir votre médecin traitant, j'ai envie de dire tout de suite. Vous appelez votre médecin traitant en urgence, vous lui dites je viens d'être violentée par un médecin machin bidule Y, je me sens pas bien, j'ai besoin de vous voir. Votre médecin traitant, normalement il vous reçoit. Peut-être pas dans la journée, s'il peut vraiment pas vous recevoir, mais il va vous recevoir. Je vous conseillerais même, prenez votre téléphone et vous écrivez ce qui vous est arrivé. Pour avoir une trace relativement fraîche de ce qui vous est arrivé. Il y a probablement des choses où vous n'allez pas vous souvenir, où ça va pas vous paraître évident à noter dès le départ, mais ça vous reviendra après. Donc vous pouvez contacter selon votre sensibilité le 17 39 19, psychothérapeute, direction de l'établissement, ordre des médecins, voilà, quitte à porter plainte, une association spécialisée, périnée bien-être, stop voguer faire. Qu'est-ce que c'est? Stop voguer faire. Non, voguer faire. Violence obstétricienne, ok. Tout simplement. Quoi d'autre? Pour une meuf. Ok, probablement pour les violences, comme d'hab, la maison des femmes, fondation des femmes, violence, bref. Voilà, il y a tout un tas de personnes à contacter. Je pense que la première personne à contacter, c'est votre médecin traitant. Si jamais vous ne vous sentez pas, de contacter un autre. Si jamais vous ne sentez pas, de contacter votre médecin traitant. Contacter des associations directement qui s'occupent de ça. J'ai envie de dire l'ordre des médecins,
la direction de l'établissement est... Alors, j'ai envie de dire en dernier recours. Parce que c'est déjà arrivé que des directions commencent par prendre la défense du médecin avant d'aller plus loin. Donc je vous dirais, ça c'est vraiment la dernière solution. Privilégier psychologues, thérapeutes, etc. Les associations de défense, ce genre de choses, ce sera bien mieux. Donc voilà, pour celui-ci, on est rentré un peu dans le détail. Et puis on va aller regarder qu'est-ce qu'on a d'autre. On va peut-être pas les regarder autant dans le détail, mais on va regarder un petit peu tous ces i. Il doit en exister d'autres. Mais c'est celui que l'université de Lyon 1er propose. Donc, autant regarder ça. Alors, du coup, on revient sur le site. On a tout un tas d'autres baromètres, violentomètres, des relations queer par exemple. Donc voilà, tout est cliquable. Vous pouvez aller voir. Profite, ta relation est saine quand IL, blablabla. Violence, dis-stop si il y a de la violence quand IL. Demande de l'aide, tu es en danger quand IL. Ah là, c'est pas juste jaune et rouge. On est sur des nuances de orange. On est sur une limite là. Là, j'ai envie de dire, c'est de la grosse limite là. Contrôle tes sorties. Ah bah oui, là, c'est... J'ai envie de dire, c'est même plus vigilance là. C'est... Ouais, on n'est pas encore sur... Ouais, à la limite, on n'est pas sur demande de l'aide. Pas forcément, on est juste en mode, bah... C'est pas une bonne relation. Y compris dans tes soirées communautaires, tes habits, ton maquillage, ton passing, ton expression de genre, tes tatouages, etc. Oui, effectivement. Effectivement. Et là, on va être sur te pousse, te tire, te gifle, oh là là, menace, oh là là. Joie. On n'est pas dans une conversation très joyeuse. Là, on est sur le monde scientifique. Tu m'as pas ouvert le même. Bah si, tu m'as ouvert le même. Ah, il faut cliquer là. Mode d'emploi, brochure, affiche, morale discriminatoire. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu ça. Victime ou témoin de harcèlement, cas d'urgence. Ok, donc celui-là, je peux pas cliquer dessus du coup. Donc il doit falloir le télécharger directement. Mais si on fait un petit zoom dessus, si on tente un zoom dessus, voilà. Donc, dans le monde scientifique, j'ai envie de dire, est-ce que c'est de la même manière pour le monde professionnel? On accepte tes remarques, tes critiques sont prises en compte, on respecte ton travail, ton apport est valorisé, on respecte ta vie privée, tes opinions, ton individualité. Ouais. On te met mal à l'aise, tu sens souvent des tensions avec ta ou ton encadrant collègue. T'obliges à faire des tâches qui ne sont pas les tiennes. On insiste pour te contacter sur les adresses personnelles. Oui, finalement c'est assez proche du harcèlement professionnel dans son ensemble finalement. Situation qui est inacceptable quand on te met volontairement à l'écart de la vie du labo, à l'écart de projets professionnels qui pourraient t'intéresser. J'imagine qu'on pourrait le tourner comme ça. Tu es poussé à boire, à consommer des nains. On t'incite à commettre un manquement à l'intégrité scientifique. Ah oui. Il y a effectivement, à ce niveau-là, il y a peut-être des choses un peu plus... Tu bouscules violemment, te frappes... discriminatoire... Ouais, il y a peut-être en fait 2-3 choses qui sont très spécifiques au monde scientifique. Ça, à mon avis, ça va être plus général. Sexiste. Respecte ton intimité. On va plutôt aller voir. Tu observes elle cherche à se retrouver seule avec toi.
s'arrange pour t'effleurer. Que tu refuses ou ne réponds rien, on insiste, on négocie. Subis des représailles pour avoir refusé les avances. Tu es menacé d'une diffusion de messages photos. Oui, ah oui. Ça, c'est de manière très générale. C'est pour tout le monde. C'est un peu tourné parfois, directeur de recherche, ce genre de choses, par rapport au monde scientifique. Mais c'est assez général. Je pense qu'il doit y en avoir une autre qui parle des violences sexistes de manière générale. Safe thèse, les doctorantes et doctorants s'engagent. Il manque un mot là. Ah oui. Victime ou témoin d'un acte de violence sexuelle, sexiste ou discriminatoire à l'université ou au sein d'un crous. Ou au sein d'un crous. Ah, ça c'est pas mal ça. Pour les jeunes qui sont encore en études. Ta hiérarchie est à l'écoute et prend les mesures nécessaires lorsque tu es en difficulté. C'est très bien. Alerte, tu ne te sens pas à l'aise quand tu es seul avec ton encadrant. Ton encadrant te dit que sans lui, elle, tu n'y arriveras pas. Ah oui, d'accord, il y a des exemples, j'avais pas fait gaffe. Il y a des exemples de phrases à côté. Ah, c'est pas mal ça. Écoute-moi, je fais des efforts pour prendre des doctorantes, même si elles sont parfois un peu cruches. C'est-il mais tout le monde n'a pas mon ouverture d'esprit. Ah oui. C'est vachement bien ça qu'il y ait des exemples de phrases pour illustrer le propos. Situation qualifiable de harcèlement, agression. Tu es en refus face aux agissements que tu subis, on te tient à l'écart, on sabote, fait disparaître, détruit ou s'approprie ton travail. On t'a forcé à faire subir des parties, on a essayé ou on est parvenu à avoir un avec toi contre ton gré. Ça, à mon avis, c'est le genre de choses qu'il faut placarder dans les universités, les crous, tout ce que vous voulez. Est-ce que c'est un truc général ? Créer l'initiative et participation des doctorats de l'UCA. Donc a priori c'est un truc général. Donc à mon avis, si que vous travaillez avec des jeunes, ou même vous-même, encore étudiant à l'université, au Crous, etc., placardez ça, n'hésitez pas. C'est téléchargeable ici. Vous récupérez, clairement ouvert. Vous récupérez, vous placardez. À mon avis, ça pourrait aider beaucoup de monde. Quoi d'autre ? Le consentomètre. Intéressant. Ça dit quoi ça ? C'est une grande construction avec des groupes d'étudiants pour les différentes phases du projet. Nous les remercions. Toutes les personnes. Le consentement étudiant a été créé à l'université de Poitiers dans le cadre de la mission Égalité-Diversité et du service sanitaire des étudiants en santé. Il vise à donner aux étudiants un outil permettant de situer leur niveau de consentement dans toutes les situations de leur vie. Dans une relation amicale, amoureuse, sexuelle, dans un groupe étudiant ou avec des collègues, avec un inconnu, personne ayant une autorité, à l'université, dans l'espace public, dans des espaces privés, dans un cadre de stage ou d'emploi. C'est vachement bien ça. Je dis c'est à l'envers là. Donc là c'est bon, là c'est pas bien. Voyons ce que ça me dit. Il y a des icônes spécifiques. Donc un inconnu peut qu'un point d'interrogation, une personne ayant une autorité. Ah, j'ai cru que c'était un chapeau. J'ai cru que c'était le chapeau de Sangwan avec la boule de cristal. Non, c'est juste un bonhomme avec un pupitre. Dans une relation amicale, amoureuse. C'est deux mains avec un cœur, d'accord. Dans un groupe d'étudiants, ok. Je dis stop, je cherche du soutien quand un inconnu me suit jusque chez moi en descendant du bus. J'ai eu ça une fois. Alors c'était pas en rentrant chez moi, c'était en allant au cours. À l'époque j'étais à l'université sur Lyon. Je descends du métro. Je vais m'acheter un petit déj, il était tôt. À l'époque on avait cours de sport. Et la salle de sport était pas très loin de l'université. C'était pas dans les mêmes bâtiments, c'était un bâtiment à l'écart.
Je sors de la boulangerie, il y a un gars qui me demande si j'ai de l'argent sur moi. Donc je réponds bah non, j'avais payé avec ma carte, donc j'ai pas de monnaie. Donc il commence à m'engueuler et tout. Donc moi je dis bon bah je suis désolé, je m'en vais quoi. Sauf que le gars me suit, il me suit sur tout le chemin et il continue de m'insulter. Et personne ne réagit. Il y avait des gens autour, hein. C'est pas comme si j'étais seule dans la rue, il y avait plein de monde, personne ne réagissait. Et le gars m'a suivi tout du long. Donc en fait je suis allée me réfugier dans l'université, dans le lycée, jusqu'au au bureau administratif. Je suis arrivée, je leur ai dit écoutez, il y a un gars qui me suit depuis que je suis sortie du métro, pas tout à fait, mais voilà. Il est rentré et je l'ai vu en fait, quand il m'a vu aller à l'administratif, il est rentré dans les chiottes. Donc je suis arrivée, je leur ai dit, et en fait je l'ai mal vécu ce jour-là, hein. De te faire poursuivre comme ça par un gars qui est complètement déjanté. J'étais jeune, j'avais quoi? J'avais 17 ans, un truc comme ça. Ouais, je pense 17 ans. Je pense que j'avais 17 ans. Et l'administration qui me dit bah t'as cours où après? Donc je leur dis j'ai cours de sport à machin. Il dit bah passe par derrière et vas-y, on s'en occupe. Donc quand je suis revenue, bien sûr, il était plus là. Par contre, je suis arrivée en bas de l'immeuble pour le cours de sport, de la salle de sport quoi. J'ai eu la majorité des gars de ma classe qui m'ont dit, qui ont rigolé en fait, qui n'ont pas pris au sérieux. Heureusement j'en ai 2-3 qui sont venus me voir pour me rassurer et tout, mais s'il vous plaît, vous avez quelqu'un de votre classe qui débarque en disant j'ai quelqu'un qui m'a suivi, je me sens pas très bien, ça m'a fait peur, etc. Bah, prenez au sérieux. Enfin, voilà, vous êtes pas. Dans le groupe, il y en avait 2, c'était des gars massifs, quoi, qui rigolaient. J'ai dit, mais je suis pas une meuf massive comme vous, quoi. Je suis pas en capacité de me défendre. Aujourd'hui, peut-être un peu plus, et encore. Mais à l'époque, non. J'ai avalé une bulle d'air avec. Je vais me mettre à rôder, je suis désolée. Si on menace avec des paroles, du chantage ou une arme. Oui, ok. Quand quelqu'un profite que je sois endormie en soirée. Oui. Si on me force à me déshabiller, si on diffuse des photos. Voilà, oui, effectivement, il y a beaucoup de choses. Je me protège, j'en parle. Ah, il y a 4 catégories, pardon, j'avais pas vu. Si on tient des propos humiliants ou intimidants. Oui, c'est du harcèlement, quoi. Quand ma partenaire cherche à contrôler mes relations. Si on me dit, en t'habillant comme ça aussi, tu le cherches. Alors ça, c'est pour tout le monde, pas uniquement les étudiants. Même à l'âge adulte, on nous dit ça des fois. Pas moi, vu comment je m'habille, mais... Quand quelqu'un place son bras autour de ma taille sans mon consentement, il ne me lâche pas. Et ça aussi, je pense que c'est hyper intéressant. Le consentomètre, avec l'autre qu'on a vu juste avant, vous imprimez ça, même en noir et blanc, on s'en fout. Vous imprimez ça, vous placardez partout. Placardez-moi ça partout, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, on l'a vu. Dans les relations de couple, ça, je pense que ça peut être intéressant. Faites aux jeunes femmes, et même, enfin, ça dépend ce qu'ils mettent dedans, mais je pense que ça s'applique à toutes les femmes. Je pense même que mettre femme, alors ça va dépendre de ce qui est marqué dedans, mais à mon avis, il en faudrait un pour tout le monde. Parce que oui, effectivement, les violences sont faites majoritairement sur les femmes, mais certains de ces messieurs aussi. Donc on va regarder juste après s'il y en a un qui est général pour tout le monde. Respecter accepte tes amis, confiance en toi. Oui, excusez-moi, je suis obligée de me mettre dans ce sens-là, j'arrive pas à lire. Attendez, on va le tourner. Est-ce que faire pivoter vers la gauche, vers la gauche. Voilà. Ah, merci beaucoup. Ton accord, tu te fais du chantage, tu refuses de faire quelque chose, rappelles tes opinions, se moque de toi, jaloux possessif, manipule, contrôle tes sorties, fouille tes textos, insiste pour que tu lui envoies des photos, t'isole de ta famille, t'oblige à regarder des films. P. T'humilie, te traite de folle, de fou, quand tu lui fais des reproches. Pète les plombs, lorsque quelque chose lui déplaît, menace de diffuser des photos, te pousse, te touche, t'oblige. Oui, en fait, c'est pour tout le monde, là. Là, pourquoi vous avez mis aux jeunes femmes?
Faut faire quelque chose de général, en fait. Ça s'applique à tout le monde. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Je pense que ça, c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde, et pas juste aux jeunes femmes. Parce que vous placardez ça quelque part, il y a des hommes qui vont tomber dessus, dire « Ah, c'est les jeunes femmes, je regarde pas », alors qu'ils pourraient tout à fait être dans une situation de violence, et de lire ça, des fois d'avoir une validation, j'ai envie de dire, visuelle avec un document, alors officiel ou pas, hein, mais qui le dit noir sur blanc ou noir sur rouge, c'est un moyen parfois de déclenchement chez certaines personnes qui vont se dire « Ah oui, ah effectivement, protège-toi, demande de l'aide, on est vraiment dans un problème rouge, la rouge, en France, rouge, c'est dangereux, tout va mal. » Donc ça peut être un bon déclenchement, donc si jamais vous y avez des jeunes hommes ou des hommes face à des violences et qui voient ça, ils vont peut-être même pas le regarder en fait. Ce serait dommage. Ah, tu m'as ouvert un autre. Violentomètre, safe prof, relation prof-élève. Ah ben voilà un de plus à mettre. Zoom. Trouve de l'aide dans ton université, mission égalité diversité. Alors là c'est Lyon 2, c'est Lyon 1 pardon. J'imagine quoi que dans les universités, il doit y avoir ne serait-ce qu'une infirmerie déjà pour pouvoir en parler pour commencer. Mais qu'est-ce que ça nous raconte? Ton prof est safe quand il est suspect et dangereux, te frappe, dirige ta thèse, menace de détruire ta carrière, de garder le secret, te demande de garder le secret, votre relation t'isole, t'éloigne de tes proches. C'est vachement intéressant ça. Te dit qu'il est tombé amoureux. Oui, effectivement. Hein, bon. Faut séparer les choses. Te recommande à des collègues, te conseille, te corrige. Ouais, non, c'est vachement bien ça. Ça a l'air de sortir, parce que, ouais, c'est un téléphone. C'est une application. Chat anonyme. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est des screens d'un téléphone. Enfin, en tout cas, qui se font passer pour un screen de téléphone. Parce que si ça, c'est sur un téléphone, c'est hyper petit pour y lire. Nous, toutestsuspect.com. Ne pas jeter sur la voie publique. Non, c'est des affiches de base, mais qui nous ont montré comme si c'était un screen de téléphone. Que tu dois pouvoir les récupérer là, par exemple. Donc, hyper intéressant. Environnement professionnel, on en avait un tout à l'heure. Oula, il y a beaucoup de choses de marquées. Alors, c'est plus sur les violences sexistes et S-word. Et on a également des exemples de phrases. Tu as vu la taille de sa jupe. J'ai vu les hommes jugés pas assez virils ne sont pas invités au moment de convivialité. Ah, c'est bien, ils mettent les hommes dedans. J'aime bien. Je valide. Parce que au moins on les oublie pas. Dans les trucs un peu plus harcèlement, agression, on te laisse faire le café, les femmes font ça mieux que nous les hommes. Je l'ai déjà eu celle-là. Vous savez ce que je leur ai dit? Bah je sais pas faire moi, je bois pas de café. Ils se sont trouvés cons. Comment ça, tu sais pas faire du café? Bah non, j'en ai jamais bu. Enfin, si, j'ai essayé, bien sûr, mais j'aime pas le café, donc j'en bois pas. Donc je ne sais pas me servir de ces trucs. Bah si, quand c'est juste une capsule, ça va, je sais m'en servir, mais quand c'est les cafetières, je sais pas doser, moi. Faites-le vous-même, votre café. Moi, ça m'est déjà arrivé en stage quand j'étais jeune, qu'on me demande de rapporter le café, et juste du tac au tac, parce que je bois pas de café, je leur réponds, je bois pas de café, faites-le vous-même. Bon, c'est pas très bien passé avec ces messieurs, mais ces dames ont bien aimé. Donc, j'ai été chanceuse. Ça va, c'est tranquille pour toi. Demain, tu vas pouvoir rester chez toi pendant que d'autres travaillent dur. C'est-à-dire, les réunions stratégiques sont systématiquement organisées lors de vos journées non travaillées. Vous me faites la remarque quand vous prenez votre mercredi. Mesdames comme messieurs, hein, vous avez le droit de prendre vos mercredis, messieurs aussi.
pour vous occuper des enfants ou pas. Faites ce que vous voulez de vos jours de congé. Vous êtes en désaccord avec une autre personne qui use de manière forte pour vous faire changer d'avis. On va chercher à vous intimider par des menaces en hurlant. Ah oui, carrément. On a lancé un objet contre vous. Ok. Effectivement, on va de plus en plus dans le rouge, donc j'allais dire on va de mal en pis, mais effectivement. Depuis votre résistance à certains agissements, on modifie abusivement l'organisation et les conditions de votre travail. Alors, il y a un contrat de travail, déjà, de base, tu ne peux pas aller outre, sauf cas très particulier. Depuis que vous avez refusé une invitation à dîner, votre manager vous impose des horaires injustifiés. Suite à vos refus face aux agissements que vous subissez, on vous tient à l'écart. On sabote, fait des paroles détruire, on approprie votre travail. Je mâche les mots, excusez-moi, je lis trop vite. Depuis que vous avez dénoncé les agissements de vos collègues, on vous a mis au placard. Oh, punaise. Attendez, vous allez voir. Ah, ça dépend qui vous allez voir. Parce que j'allais dire, vous allez voir des responsables, les RH, etc., qui vont être un peu plus à même de gérer ce genre de choses. Mais si c'est le RH, le problème, c'est un autre problème. Donc effectivement, c'est dommage, il n'y a pas... Les victimes et les témoins sont protégés par la loi, le code du travail, le code pénal, sanctionnent bien sûr, interdisent et sanctionnent les représailles qui pourraient être faites à leur encontre. Alors, c'est intéressant, mais je trouve que les messages là se noient un peu dans la masse. Ça donne pas envie de les lire en fait, parce que je les regarde depuis tout à l'heure, mais je les sens vraiment les lire. Voilà, l'employeur a l'obligation de prendre toutes les dispositions et de prévenir, mettre un terme et sanctionner ces violences. Il vous permettra d'échanger avec vos collègues. Ces situations sont présentées sous la forme d'une graduation. Ouais. J'ai envie de dire, ça aurait été... Oula, un peu trop. Ça aurait été plus intéressant de faire un recto verso pour mettre ça en avant et ça à l'arrière. Avec des explications et peut-être même des conseils de qui contacter quand ça arrive. Plus d'infos sur les outils disponibles consultables sur l'Intra-Paris. Avec le chemin pour aller dessus. Je vous le zoome. Voilà, Intra-Paris, vous faites Intra-Paris, RH, politique RH, démarche et l'égalité, outils. Donc c'est bien, mais c'est un peu noyé dans la masse. Après, j'imagine que c'est pour pouvoir afficher. Donc, tant qu'à faire, à rajouter un petit encart, c'est déjà bien surchargé, donc ça va pas changer grand-chose. Un petit encart de numéro utile ou ce genre de choses, peut-être. Pourquoi pas. Hospitomètre. Alors, à l'hôpital, c'est à destination de qui ? C'est à destination des hospitaliers ? Non, j'ai plus. Des gens qui travaillent à l'hôpital. Ressources, besoin d'aide. Ah, ça c'est bien. Ouais, un truc comme ça, tout simplement. Une deuxième affiche à mettre à côté du barème. Ça, c'est très bien. C'est très très bien, ça. C'est très 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 bien. Il y a beaucoup de mots que Twitch va pas aimer, mais encore une fois, c'est de la prévention. Pourquoi je veux y mettre un accent à chaque fois ? Tu rencontres la médecine du travail pour un aménagement de ton poste pendant la grossesse. Donc là, on est sur le bon environnement. Et dans le mauvais, il y a des images. Ah oui, dans le bureau, ok. On t'inflige. Ah oui. Oh là là. On va pas dire plus. J'ai déjà lu beaucoup trop de choses. Réglo sport. Ah, violentomètre de l'environnement sportif. Ah, c'est intéressant ça. Police secours, urgence, enfants en danger. Pour les enfants, oui, effectivement. Les clubs pour les enfants. Pour les personnes en situation de handicap, âgées.
Oh, c'est bien ça. C'est très très bien. Je ressens du bien-être, de la confiance et du respect quand je me sens très mal et j'ai peur quand. Ah, c'est à l'envers, là. Je me sens isolée et harcelée, j'ai peur alors que j'aime mon sport. On a fait des photos. Ouais. Ok, on revient quand même sur toujours les mêmes, les mêmes types de phrases, qui est tout à fait normal, mais c'est bien parce qu'ils les ont vraiment diversifiés sur tout un tas de types de supports, j'allais dire, de domaines. Sportif, médical, étudiant, professionnel, etc. C'est vachement bien. Environnement scientifique, on en a déjà vu plusieurs. Conçu par la ville de Clermont-Ferrand. Quand tu es traité dans la même situation qu'un autre de manière défavorable en raison de ton apparence, ton âge, ton genre, ton nom, ton origine, ta religion, ta santé, ton handicap, tes opinions politiques, syndicales, philosophiques, ton adresse. Oui, je vais dire ton adresse. Bah oui, effectivement. Si tu vis dans une zone, comment dirais-je, qui a une mauvaise réputation, tu peux être discriminé pour ça. Ouh, il y a plus de... Tout va bien, vigilance, dis stop, alerte, discrimination, tu es en danger. On appelle la feuille de service... Il y a une faute d'orthographe là. Ok, très très bien. On arrive à la fin. Outil pour mesurer le dépôt de plainte. Plaintomètre. Qu'est-ce que c'est? Ah, non, tu me rouvres. Qu'est-ce que c'est? À commander. Est-ce qu'on peut avoir un visuel? Peut-être pas. Si c'est à commander, ils vont peut-être pas nous donner toutes les réponses. Est-ce qu'on arrive à avoir quelque chose? Je peux pas zoomer plus. Je suis acquis par des personnes compétentes. Ouais. Les faits sont minimisés. On m'impose de déposer une main courante. C'est vachement bien ça. C'est vachement bien comme papier ça aussi. Mais ils ont fait un boulot là. Ça c'est très intéressant si jamais vous devez porter plainte. Parce que des fois il y a des commissariats où en fonction de qui vous accueille, homme comme femme, hein, c'est déjà arrivé que si vous venez vous plaindre pour violence, vous êtes une femme, vous allez voir une femme, c'est pas un gage que vous allez forcément être écouté, même si plus. Mais c'est vachement intéressant. Le déontomètre de la confiance thérapeutique. Mon cabinet de kinésithérapie, un sanctuaire. Ah, c'est pour les... Et pour quand tu vas chez le kiné. Mon kinésithérapeute respecte ma pudeur en toutes circonstances lors de mon déshabillage. Effectue un toucher... oui, alors, pourquoi m'impose une... voilà. Hein. Vous avez des yeux, vous avez su lire. Voilà. Cocher la case à retourner. C'est-à-dire... Vous avez avec ça? Peut-être. L'ordre agit pour protéger les patients. Un cabinet de soins doit être un sanctuaire dans lequel vous devez vous sentir en sécurité, tout à fait. En 5 ans, le nombre de plaintes pour violence au sein des cabinets de kinésithérapie a doublé. Comment ça, doublé? Ces violences ne concernent qu'une extrême minorité de professionnels, ne l'oublions pas. Encore heureux, mais faites pas ce métier, quoi, si c'est pour... Le déontomètre est un outil permettant d'évaluer la relation thérapeutique avec votre kinésithérapeute. Pour utiliser le déontomètre, rabattez la languette à droite afin de cocher les cases correspondant à votre situation. Retournez le déontomètre afin de visualiser la partie colorée et retournez la languette. Vous pouvez alors vous rendre compte de la relation thérapeutique. Ah, d'accord. Donc tu commences par ce côté, en fait. Tu lis un peu tout ça, tu retournes ta languette, et ça t'amène à ça. Ah, d'accord, ça. Faut le faire comme il faut. Tu plies là la feuille, ce qui te met ici, tu coches en fonction de ce qui est marqué là,
Après, tu retournes pour que ce soit de nouveau à plat, et tu te rends compte où tu es dans le baromètre, quoi. Le déontomètre. C'est vachement bien, et je vais y envoyer à ma kiné ça. Et on est arrivé à la fin. Elle va dire donc. Je vous conseille, le lien est dans le chat en message épinglé. Même si vous n'allez pas voir tout ce qu'il y a dedans ou télécharger quoi que ce soit, mettez-le dans vos favoris quelque part pour pouvoir le retrouver facilement. Parce que je pense que c'est très intéressant. N'hésitez pas à en parler autour de vous, collègues, profs, bref, peu importe, pour le placarder un peu partout. Les placarder un peu partout parce qu'il y en a toutes sortes. C'est vachement intéressant. Il doit en exister bien d'autres. Mais voilà. Je sais pas vous, mais ça m'a mis une mine sur la tête là. Ah, punaise. Oh là là. Beaucoup trop d'informations qu'on n'a pas forcément envie de lire. Ah oui. Heureusement que je l'ai laissé ouvert lui. Je voulais vous montrer une échelle de douleur. Donc je disais tout à l'heure pour les personnes qui ont des douleurs chroniques, mais pas que, hein. Si jamais vous avez une douleur inhabituelle et que vous avez besoin de la qualifier, bon, je pense que si vous avez une douleur inhabituelle que vous n'avez jamais vue avant, normalement vous êtes capable de vous mettre quelque part dans l'échelle. Mais pour les personnes qui ont des douleurs depuis très longtemps, on a souvent du mal à réellement se positionner au bon endroit et à minimiser soi-même un petit peu le niveau de sa douleur. Moi généralement quand je me disais je dois être à 6, je me disais instinctivement après ça veut dire que je dois être à 7. Et du coup je m'étais trouvé une échelle de douleur sur internet. J'avais récupéré ça d'un centre hospitalier je crois, je sais pas si je l'ai encore, bref peu importe. Et du coup j'en ai recréé un en m'en inspirant avec mes propres mots, etc. Alors attendez, comment je peux... Voilà, plein écran. Ça devrait rappeler ça. Est-ce que je peux légèrement dézoomer que vous puissiez voir en entier? Je vais zoomer dedans de toute façon après. Voilà, comme ça vous l'avez en entier. Si jamais vous voulez faire un screen, c'est gratuit, faites. Donc j'ai fait une échelle de douleur avec plein de couleurs, une espèce d'arc-en-ciel de couleurs, on va dire, pour que ce soit un peu plus lisible, parce que quand c'est tout noir et blanc, c'est un pavé à lire, tu vas jamais le lire, quoi. Chaque niveau de douleur a un mot associé et une petite description pour t'aider à y voir un peu plus clair, parce que quand tu vois désagréable, pénible, par exemple, t'es là, bah c'est pareil, c'est pas un synonyme ça. Si, c'est un synonyme, hein. Oui, c'est un synonyme, oui. Tu étais là en mode, mais c'est quoi la différence? Bah là au moins vous avez des petites explications. On va le relire comme ça me permettra de voir si j'ai pas écrit de la merde. Non, parce que c'est jamais. Voilà, vous voyez. Donc on part du plus bas. Ça, je pense que tout le monde est bon avec ça. Douleur douce. La plupart du temps, vous n'y pensez pas. Vraiment, c'est une douleur. À la limite, elle pourrait ne pas être là, ce serait pareil. Douleur minime avec quelques pointes de douleur plus importantes. Voilà. On est sur une douleur douce, mais de temps en temps, vous avez des petites pointes là qui vous prend un petit peu au vif. Niveau 3, douleur inconfortable, c'est pas centré du tout mes trucs. Voire même désagréable, mais qui ne vous empêche pas de fonctionner. J'aurais envie de dire, le niveau de base des règles, ça doit être ça. C'est inconfortable, mais vous pouvez fonctionner. Et puis après les règles, vous pouvez tout à fait vous retrouver jusqu'en bas. Les niveaux de douleur des règles. Jouera. Niveau 4, douleur modérée. Alors, je pense qu'il faudrait que je change le jaune là, parce que c'est pas hyper lisible. C'est pas hyper lisible. Vous pouvez passer outre si occupé, mais elle reste dérangeante. C'est-à-dire que si vous êtes occupé, en train de travailler, etc., vous arrivez à passer outre. Mais si jamais vous êtes dans un moment plus en pause, par exemple, peut-être que là, ça va venir vous titiller davantage et vous n'allez pas pouvoir passer outre. Désagréable. Elle vous demande des efforts pour fonctionner.
6. Douleur pénible. Donc là, on va voir la différence du coup. Pouvant provoquer des difficultés de concentration et gêner votre quotidien. Voilà, donc désagréable, ça demande des efforts. Pénible, ça provoque des difficultés de concentration et une gêne réelle. Petite différence qui est relativement sensible. Peut-être que les deux termes sont pas les mieux. Il aurait peut-être fallu que je trouve un autre terme pour l'un des deux. Parce que là, ce sont trop des synonymes. Voilà, n'hésitez pas à le modifier selon vos besoins après derrière. Douleur sévère, mode dominant les sens et perturbant le sommeil. Impacte votre vie sociale et votre quotidien. Moi, j'ai envie de dire que pour une très grosse partie de ma vie, j'étais essentiellement sur un niveau 7. Un niveau 8, douleur intense, vous demandant beaucoup d'efforts et limitant vos activités physiques. Ouais, j'étais sur un site 8, quoi. J'ai été qu'une seule fois à niveau 10, mais on va voir après. 9, douleur insupportable, besoin d'isolement, les interactions étant trop difficiles. Pleurs, gémissements, ça c'est optionnel. Hein. Voilà, vous basez pas uniquement sur ça, c'est optionnel, mais c'est juste que ça faisait trop à écrire. Basez-vous surtout sur la première partie, besoin d'isolement, les interactions étant trop difficiles. Ça, typiquement, c'est les migraines. Pour les migraineux, on a besoin de s'isoler, d'être dans le noir, pas trop de bruit, et faut surtout pas venir nous parler, autrement ça devient compliqué. 10, douleur puissance 1000. Donc douleur très rare, elle nécessite un alitement et peut être source de possibles délires. J'aurais du mal à vous le décrire de manière un peu plus claire, parce que ça m'est arrivé qu'une seule fois, dans un tel état, c'était il y a longtemps, dans un tel état, j'en ai peu de souvenirs en fait. Je sais que ça m'est arrivé qu'une seule fois d'atteindre un niveau 10. Et encore, parce que je suis en train de réfléchir aux pires crises d'endométriose que j'ai pu avoir. Alors déjà, j'avais souvent besoin d'un alitement. Oh. Attendez, mon esprit est en train de me faire un twist là. Mon esprit est en train de me faire un twist, chers amis. L'esprit humain est extrêmement doué pour minimiser, voire oublier. Et je suis en train de me dire, en fait, le niveau 10, je l'ai atteint plus d'une fois, en fait. Parce que possible délire, donc ça reste optionnel, comme ici. Très rare nécessite un alitement. Donc on n'est pas sur quelque chose de régulier, hein, mais je l'ai atteint plus d'une fois, finalement. Parce que là, j'ai 3 autres souvenirs de grosses crises. De telles crises, j'étais alitée, ou même à des moments, j'ai arrêté de respirer, tellement la violence de la douleur était là. Et juste que j'attendais que ça se calme, juste pour pouvoir respirer, parce que respirer était trop dur. Punaise. Comme quoi, quand on n'a pas envie de se rappeler de traumatisme, le cerveau, il fait la part des choses, quoi. Bref, donc voilà un type d'exemple d'échelle de douleur. Vous pouvez en trouver d'autres en faisant une recherche sur internet, hein, tout simplement. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez besoin, notamment pour si jamais vous faites un journal de douleur et que vous avez besoin de noter à côté à quel niveau de douleur vous êtes, ça peut être intéressant de le noter, parce que, encore une fois, l'esprit humain est très doué pour oublier. Donc vous allez vous dire, je devais être à temps, et en fait vous allez regarder votre historique, vous allez dire, non, j'ai marqué 7. Dans ma tête j'étais à 5, maintenant c'était un 7. Comme quoi. Voilà. Normalement on a fait le tour des documents que je voulais vous montrer. On a fait tout le site, je vous ai montré la version plus claire. Comment je sors ? Voilà. La version plus claire du baromètre gynécologique et l'échelle de douleur. Donc on a fait le tour, ma foi. Hey, nice. En un peu plus d'1h30. Eh ben écoutez, on est bien. On va faire une petite pause.